Alors, bienvenue tout le monde à ce deuxième webinaire sur les fonctions tutorales. Aujourd'hui, on va parler encore de deux fonctions qui est la fonction organisationnelle et la fonction pédagogique. On se rappelle que le 16 octobre, dans le premier webinaire, on avait fait l'accueil, la fonction accueil et orientation et la relationnelle. Avant de débuter, je vais vous présenter mes deux collègues qui vont participer à l'animation. Donc, il y a Marie-Ève Sainte-Croix, qui est la récit nationale à la FGA, et Cyril Rostom, qui est conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de Laval. Pour l'instant, je vais vous présenter un petit quelque chose. Là, ceux qui étaient là à la première rencontre, vous l'avez vu, notre petite vidéo sur les fonctions tutorales, puis les dates et tout, là. Une super vidéo puis une super équipe. Avant de passer le flambeau à Cyril, j'aimerais ça vous présenter notre site du récit FGA. Donc, il n'est pas très compliqué, là, récitfga.ca. Vous allez retrouver plein de trucs dans ce site-là. Mais je veux vous diriger ce matin vers le partage d'expertise. Vous voyez, on a plein de chantiers de travail, entre autres celui qu'on travaille ce matin sur la formation à distance. Si je clique, OK, vous allez retrouver notre petite vidéo comme ça, mais vous allez avoir toutes les dates de présentation des fonctions. Vous allez aussi avoir plein d'informations. Vous allez avoir une grille super le fun qu'on a déjà parlé à la première rencontre, mais je vous invite à aller le consulter et on pourra s'en reparler. Fait que Cyril, j'arrête mon partage d'écran et je te donne le flambeau. Fait que bonne rencontre tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va donc parler de la fonction organisationnelle et de la fonction pédagogique. Je vous rappelle qu'on a 6 fonctions en tout, qu'on a déjà vu l'accueil et l'orientation et la relationnelle. Aujourd'hui, donc, l'organisationnelle et la pédagogique. Puis je vais commencer par la fonction organisationnelle. La grille d'analyse, qui est notre cadre conceptuel, contient justement les 6 fonctions. Puis chaque fonction a un certain nombre de responsabilités clés. En tout, il y a 26 responsabilités clés qui sont en fait les responsabilités qu'un service doit assumer pour faire en sorte que les apprenants qui sont dans ce service-là réussissent en formation à distance. Donc, c'est notre cadre conceptuel. Et comme je disais, on va commencer par la fonction organisationnelle. Il y a 4 responsabilités clés. La définition d'une vision, la constitution des offres de cours de service et leur structuration, la définition, l'attribution et la gestion des ressources, tout ce qui touche les modalités d'encadrement du parcours d'apprentissage et la formation des acteurs, l'amélioration continue du service. En fait, quand on pense à la fonction tutorale organisationnelle, il y a 4 éléments principaux qui viennent à l'esprit. On veut, par l'intermédiaire de cette fonction tutorale-là, proposer un mode de formation à distance et une offre de service flexible qui va répondre aux besoins, aux contraintes temporelles ou aux contraintes de déplacement des apprenants. On veut aussi organiser les ressources qui sont disponibles et identifier des attentes
qui soit réaliste par rapport au milieu, par rapport au personnel, mais qui répondent aussi aux besoins des apprenants. On veut aussi choisir des modalités d'encadrement pour offrir un service qui soit structuré, efficace, conséquent aussi et motivant pour les apprenants, et faire qu'une équipe de FAD élargie se donne comme but commun la réussite de tous les apprenants en FAD, développe une culture de collaboration et conserve un regard qui soit un regard tourné vers le terrain pour finalement qu'ensemble ils atteignent l'objectif de réussite des élèves. Donc ici, vous aurez reconnu sûrement le fait d'avoir une équipe collaborative. Donc, c'est vraiment les 4 éléments principaux que touche cette fonction organisationnelle. Et on passe tout de suite à la première responsabilité, donc qui touche la définition d'une vision, la constitution des offres de cours et de services et leur structuration. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça, mais quand même, je vais passer en revue un certain nombre de résultats, en fait, dans le cas de la fonction organisationnelle que j'ai colligé pour chacune de ces responsabilités. Donc, le service répond aux différentes particularités de contraintes d'horaire ou de déplacement de la clientèle cible, donc des apprenants de notre milieu, qui peuvent poursuivre soit des études ou être en même temps en emploi. Donc, quand on regarde un peu le profil de ces personnes-là, ce qu'on trouve dans notre milieu, dans nos milieux à nous en FGA, que les adultes sont de plus en plus jeunes, 16-17 ans, des apprenants de faible niveau en difficulté. On privilégie les profils courts, les besoins de préalable pour DEP, études supérieures, etc. C'est courant. Il y en a qui sont au cégep ou qui sont en entreprise. Puis certains sont en région éloignée. Moi, je me souviens d'avoir eu des étudiants qui étaient des apprenants, en fait, qui étaient sur les Grands Lacs avec une fenêtre de connexion très courte en fonction de la position des satellites. Ce qui fait que j'en ai eu quelques-uns comme ça qui étaient vraiment très éloignés. On peut regarder un peu plus large parce que ça venait des données de consultation qu'on avait eues pour nos milieux. Mais si on regarde des ordres d'enseignement un peu différents, on se rend compte que le temps partiel est très privilégié, de l'ordre de 63% en FGA, 90% au niveau postsecondaire. Assez âgé, de l'ordre de 24 ans en FGA, 35 ans au niveau postsecondaire, de sexe féminin en majorité, mais à des niveaux variables, de l'ordre de 54% en FGA, 77% en postsecondaire, des enfants à charge de l'ordre de 28% en FGA, 58% au niveau postsecondaire. Puis le fait d'être sans diplôme d'études secondaires, c'est de l'ordre de 75% en FGA. Donc, ça dresse quand même un portrait assez récent là, de la clientèle qu'on a, donc nos apprenants en formation à distance. En formation à distance, en FGA, on a vraiment 2 types en fait, de formation à distance. On a la formation à distance pure, où l'apprenant ne se déplace jamais, puis la communication se fait via, dans certains endroits encore, via le courrier, mais sinon, c'est par les moyens de communication en ligne qu'on connaît. Puis, il y a un autre type de formation à distance qui est quand même très courant, c'est la formation à distance assistée, où là, il y a des plages horaires pour que l'apprenant se déplace. Dans certains modes d'organisation aussi, dans certains centres de services scolaires, il y a un guichet unique qui est proposé pour l'ensemble des centres de formation de ce centre de services scolaire-là. Ou même entre centres de services scolaires, il y en a un qui offre le service de formation à distance, ou sinon, c'est un centre de formation qui, lui, est le prestataire officiel du service de formation à distance. Mais c'est ces 2 éléments qu'on retrouve un peu dans nos milieux. En termes de mesures adaptatives, les élèves de formation à distance ont accès aux services complémentaires d'orthopédagogie,
de psychoéducation. Ça, il n'y a pas trop d'endroits où ce n'est pas le cas. Et les mesures adaptatives ne sont pas obligatoirement reconduites. Souvent, on va leur conseiller plutôt d'aller en mode dans une formation à temps partiel plutôt que d'être en formation à distance. Mais toutes les situations en fait se retrouvent. Ce qui fait que, encore une fois, si je prends un exemple, moi j'ai eu un élève, on a eu quelques élèves qui étaient sourds et on a fait de la formation en ligne avec des élèves sourds et on sous-titrait les enseignants en temps réel pour que les élèves puissent, en classe virtuelle, suivre, poser des questions et comprendre des réponses, fait que tout est possible comme tel. Au niveau des restrictions, la grande majorité, c'est des profils de formation de base diversifiés. En FBC, soit le service n'est pas offert, soit finalement on y va au cas par cas en fonction de l'analyse des dossiers. Pour tout ce qui touche le présecondaire, ça ne semble pas du tout être offert, en tout cas dans les données qu'on avait. Au niveau de la passation des examens, pour les apprenants inscrits, ils passent les examens aux prestataires du service de la formation à distance, donc dans le centre ou dans un point de service identifié. Quand c'est à l'extérieur, il y a des ententes, mais souvent c'est payant, puis c'est aux frais de l'apprenant, c'est pas encore très bien organisé. Il y a un peu de méfiance aussi à ce niveau-là, donc ça c'est quelque chose qui est à développer, on va dire. Il y a des oraux qui se passent en visioconférence, puis correction effectuée toujours par l'enseignant d'origine, ce qui fait que quand c'est passé à l'extérieur, l'examen est renvoyé pour être corrigé par l'enseignant de l'apprenant. Pour les apprenants externes, c'est ça, il y a des frais administratifs quand c'est accepté, puis la correction se fait à l'externe comme tel. Ça, c'est les matières donc, de base qui sont les plus représentées, maths, français, anglais, les sciences, en grande partie. Donc, en gros, ça trace un peu le portrait de ce qu'on a comme offre de cours de service en formation à distance dans nos milieux. Maintenant, au niveau de la définition, l'attribution et la gestion des ressources, les équipes de formation à distance en fait, pour les enseignants, il y a un certain nombre d'heures qui sont dédiées à la formation à distance, qui peuvent être prévues dans la tâche éducative, mais en fait, il y a beaucoup de cas de figure qui peuvent aussi avoir lieu, donc soit complètement formation à distance, soit un mélange des deux. Pour ce qui est du personnel du soutien et professionnel, là, ça varie aussi. C'est rarement à 100% comme tel. Donc, c'est du personnel ou des professionnels qui vont partager leur temps entre la formation à distance et, mettons, le temps plein ou d'autres modes de formation. Donc, ils ne peuvent pas se consacrer à 100% à la formation à distance, ce qui fait que ce n'est pas évident pour créer des équipes, justement, dédiées à la formation à distance. Au niveau des horaires de disponibilité pour les enseignants, là aussi, c'est très variable. Il y a des horaires qui sont fixes ou variables. Quand c'est fixe, il y a plus ou moins de périodes hebdomadaires selon les matières. Ça dépend du nombre d'élèves, ça dépend des endroits, ça dépend, c'est extrêmement variable. Les attentes qui sont mentionnées aux enseignants qui enseignent en formation à distance de plus en plus sont de nature technopédagogique. Aider à soutenir et à humaniser l'accompagnement, c'est un peu l'objectif qu'on leur demande. À l'écoute des besoins des apprenants, ça c'est quelque chose qui est revenu très souvent. La communication doit être efficace, l'écoute, la patience, un ton posé, faire des rétroactions efficaces, c'est des éléments qui reviennent. Puis l'utilisation d'un ensemble d'outils numériques que je ne vais pas énumérer, mais qui sont des outils très courants, mais qui font maintenant quand même partie des attentes envers les enseignants en formation à distance. La capacité ou la connaissance pour organiser ou créer des ressources multimédia, pouvoir faire
des rétroactions vocales, les enregistrer. Ça, c'est donc des compétences technologiques qui sont plus en plus courantes. Faire de la veille pédagogique aussi, et tout ce qui touche le suivi, la rigueur de ce suivi, les relances, respecter les délais, etc. Donc ça, c'est les attentes qui reviennent au niveau des enseignants en formation à distance. Au niveau des outils d'encadrement du parcours d'apprentissage, mais là, on touche aux délais de formation. Et les délais de formation, c'est variable d'un endroit à l'autre. Normalement, le processus de relance, il s'inscrit toujours dans une démarche de suivi qui est plus large, où des délais spécifiques à chacun des niveaux de suivi sont spécifiés. Puis, le suivi, il peut être administratif. Donc là, c'est purement le temps est dépassé et il y a une conséquence, ou il peut être soumis à un regard pédagogique qui va venir analyser la situation, puis prolonger possiblement le délai pour l'élève en question, suite à des études de cas ou non. Donc, au niveau des délais de formation, c'est encore une fois très variable, ça dépend beaucoup des endroits, mais ça se sépare vraiment en quelque chose de purement administratif ou un mélange d'administratif et de pédagogique. Ils peuvent entraîner la fermeture systématique ou non du dossier de l'apprenant. Ça aussi, ce n'est pas toujours le cas. Au niveau des délais de réponse, cette fois, des fois, ce n'est pas du tout explicité. Donc, les élèves ne savent pas exactement à quel délai de réponse ils s'attendent. Mais dans d'autres endroits, c'est très clairement indiqué. Et des fois, il y a deux délais. Il y a un délai de réponse très rapide qui doit être fait en tout temps. Donc comme un peu un accusé de réception, et un délai qui, lui, est plus, je dirais, pour la réponse complète comme telle. Mais souvent, il y a cet accusé de réception pour que l'élève sache qu'on a bien reçu sa demande et qu'elle va être traitée. Aussi, au niveau du nombre de matières, certains endroits n'acceptent qu'une seule matière pour les élèves. Donc, quand ils débutent, ils n'ont le droit de s'inscrire qu'à une seule matière. D'autres, ça peut être une, deux, même plusieurs matières. D'autres endroits, en fait, où on propose à l'élève, c'est une matière au début, on va voir comment tu vas te débrouiller. Puis, dès que le premier examen est réussi, là, l'élève a le droit d'aller prendre une deuxième matière parce qu'il a montré finalement qu'il savait s'organiser, se structurer comme il faut. Donc, en gros, pour les matières simultanées, c'est ça. Au niveau du suivi de la réussite, le suivi peut être spécifique à la FAD ou pas. En fait, il peut être réalisé au niveau de chaque apprenant dans le but de soutenir sa progression et tout. Faire ressortir certaines tendances qui permettront aussi de réfléchir sur le service lorsque là, on regarde plusieurs apprenants. Donc, le suivi, il peut être vraiment individuel ou plus sur l'ensemble des élèves. Il peut être sporadique ou systématique. Donc, des fois, il y a une situation qui fait qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc là, on essaye d'avoir des données. Ou il y a des endroits où c'est vraiment systématique. Les données sont toujours disponibles et à la disposition des directions ou des équipes de formation à distance, justement pour qu'elles puissent en tirer parti puis améliorer certains problèmes quand il y en a. Donc, au niveau des systèmes de suivi, il y a des endroits où il y a des systèmes de suivi centralisés dans lesquels il y a des alertes automatiques et je dirais, toutes les informations des élèves au niveau de l'assiduité sont entrées de façon centralisée. Mais il y a d'autres endroits où finalement c'est l'enseignant qui a son propre fichier de suivi électronique. On sort des rapports de statistiques générés à partir des données centralisées.
qui permettent justement, souvent c'est des rapports qui sont sortis annuellement ou biannuellement pour avoir une idée de la clientèle, puis de pouvoir tirer un certain nombre de statistiques qui permettent après d'analyser le service et de l'améliorer. Alors, quand on arrive au niveau de la formation continue, l'idée ici, c'est d'essayer de former une équipe. Okay? Donc, la formation continue en FAD va être offerte aux enseignants. Ça peut être identique à l'ensemble des enseignants ou spécifique aux enseignants de formation à distance. Puis, lorsqu'il y a un soutien spécifique qui est offert, il peut provenir d'une décision des enseignants comme équipe ou une orientation du service dans un but d'harmoniser ou d'améliorer les pratiques. Donc, on peut avoir comme un colloque, donc une forme informative. On peut avoir aussi quelque chose de formatif où il y a une formation plus dirigée en termes de développement professionnel avec un suivi qui est fait par rapport à cette formation. Puis, il y a l'autre aspect, la création d'équipes. Donc, soit il y a des rencontres matières où là, il n'y a pas vraiment de spécificité formation à distance, ou il y a vraiment des rencontres de l'équipe de formation à distance avec une direction qui est présente, où on ne traite que de dossiers qui touchent la formation à distance. Puis, ces rencontres-là sont, je dirais, les organisations où le service est vraiment analysé, scruté. Les données dont on parlait précédemment sont toujours au centre de la table et on consulte ces données-là pour prendre des décisions en équipe élargie pour améliorer la situation. Ces rencontres-là peuvent être juste organisationnelles ou un mélange d'organisationnel pédagogique. Ça dépend de l'organisation comme telle. Et l'idéal, c'est d'avoir une grille basée sur les fonctions tutorales pour identifier les éléments justement qu'on veut analyser, améliorer, etc. Au niveau du questionnement, pour que les équipes de formation à distance élargie deviennent des équipes apprenantes, il faut leur prévoir du temps et des espaces pour qu'ils puissent se rencontrer, réfléchir sur la base des données qu'ils ont, des données terrain, puis de ce qu'ils vivent, pour pouvoir développer leur expertise sur les différents enjeux qui touchent la formation à distance pour améliorer la réussite des apprenants. Mais tout ça ne peut pas se faire par hasard. Il faut réserver du temps pour ça, puis il faut valoriser ce temps-là. L'idée dans ces équipes-là, c'est d'inclure une plus grande variété d'acteurs, étant donné que le but, c'est de pouvoir regarder le service de formation à distance dans son ensemble. Donc, il faut élargir les acteurs présents ou les membres de l'équipe et favoriser le questionnement à l'intérieur de l'équipe. Donc, en fait, c'est simplement le fonctionnement d'une équipe collaborative ici qui est décrit. Donc, miser sur la culture de collaboration et sur la responsabilisation collective de tous les membres de l'équipe. Faut être patient parce que monter une équipe comme ça prend du temps pour qu'elle trouve son air d'aller. Mais à la fin, les bénéfices sont à la hauteur de l'attente quand l'équipe trouve sa façon, sa synergie comme telle. Ici, on mentionnait qu'on avait toujours des données qui étaient présentes au centre des discussions. Ça, c'est très important, ce qui fait qu'il faut avoir ces données-là. Donc, il faut être capable d'aller les extraire. Donc, ça, c'est un autre ingrédient qui est important pour pouvoir avoir, on le disait dans l'introduction, un regard qui reste au niveau du terrain. Donc, ici, ces données nous permettent d'avoir ce regard terrain puis de discuter des vraies choses comme tel. En gros, ça serait ça pour la fonction organisationnelle. Donc, au niveau de la fonction
tutoral pédagogique, il y a 4 responsabilités clés aussi. Tout ce qui touche le matériel d'apprentissage, son adaptation pour viser la motivation, l'autonomie de l'élève, toutes les tâches et interventions pédagogiques, encore une fois, qui visent la motivation et l'autonomie, la documentation stratégique de ces tâches-là. C'est d'ailleurs un sujet qu'on avait traité déjà lors de la fonction relationnelle. On avait déjà dit pas mal d'informations là-dessus. C'est que je pourrais passer un peu plus vite sur celle-là. Et soutien au travail en équipe tutorale et au développement d'une didactique de la FLAD, qui est la dernière responsabilité. Quand on pense à la fonction tutorale pédagogique, je suis tombé sur j'ai ramené une citation qui était dans un guide ministériel sur la formation à l'enseignement. Puis ça représente exactement ce qu'on attend un peu comme résultat de cette fonction tutorale-là, lorsqu'on assume toutes ses responsabilités. La nouvelle conception de l'apprentissage qui fait de l'élève le principal artisan dans le processus d'apprentissage exige de nouvelles approches pédagogiques et façons de faire auprès des élèves. L'enseignant doit adapter son enseignement en fonction de la progression de chacun des élèves. Il doit se centrer sur l'élève apprenant afin de modifier son rapport au savoir et de favoriser ainsi leur acquisition. Donc, ça n'a pas été écrit pour la formation à distance. On fait tout de suite le lien avec l'approche par compétences et le changement de paradigme qui est venu avec tout ce changement de programme, mais qui, en fait, quand on y réfléchit bien, ça va comme un gant à la formation à distance, parce que justement, en formation à distance, l'enseignant n'a pas le choix d'être un accompagnateur plutôt qu'un transmetteur de savoir. Ce qui fait que au niveau pédagogique, le changement de paradigme fonctionne très bien en formation à distance. Que ce soit dans l'adaptation de matériel pédagogique existant ou dans la création de contenus originaux, va y avoir toujours un souci d'expliquer, d'outiller, de questionner ou de donner plus de liberté. Ça va être quelque chose d'important. Pourquoi plus de liberté? Pour développer l'autonomie des élèves. Tout est question de dosage et de différenciation pédagogique. Bien évidemment, il y a des élèves dont l'autonomie est plus ou moins développée. Tout le monde n'a pas à ce niveau-là la même dose d'autonomie, j'ai envie de dire. Donc, ce qui fait que c'est important de différencier. Et le but unique, c'est le développement de l'autonomie de l'apprenant pour qu'il réussisse dans un climat où il y a de l'exigence, de la rigueur, de la bienveillance, puis où il fait bon étudier et progresser. Ça, c'est un peu la synthèse de l'ensemble de ce que j'ai pu lire sur le sujet. Il ne faut pas oublier le où il fait bon étudier et progresser. C'est important et on verra un peu par la suite pourquoi. OK, au niveau du choix, de l'adaptation, de la création de matériel d'apprentissage visant la motivation et l'autonomie, bon, on utilise beaucoup le matériel des maisons d'édition en format papier ou numérique, beaucoup en format papier. En fait, le format numérique n'est pas très populaire comme tel. Donc, ça ressemble beaucoup au matériel qui est utilisé en présentiel, si ce n'est des devoirs qui sont ajoutés. Ou de certaines ressources en ligne supplémentaires qu'on remet à l'élève. Mais fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change à ce niveau-là pour les élèves en formation à distance. Au niveau des heures de développement qui peuvent être offertes aux enseignants pour pouvoir justement adapter ou développer du matériel d'apprentissage plus, je dirais, en phase avec les besoins de la formation à distance, il y a des approches où il y a certains endroits du développement ponctuel ou récurrent parce que les besoins ont été reconnus comme tels. Ça peut être la création de feuilles de route, ça peut être la production de matériel complémentaire, ça peut être du référencement de contenu multimédia existant,
Ça peut être la création de capsules pédagogiques multimédia. Et ça peut être carrément la création d'activités interactives multimédia. Souvent, c'est sur Moodle que ça a été nommé. Et création de cours Moodle carrément. Donc, ça, c'est toute la gradation du développement qui actuellement est reconnue ou fait dans certains endroits du Québec. Le besoin d'autonomie fait référence à la volonté d'être à l'origine de son propre comportement. On l'appelle aussi un besoin d'autodétermination. Dans la théorie de l'autodétermination, c'est le nom qu'on lui donne. Et il exprime la volonté de pouvoir faire ses choix en accord avec ses intérêts et ses valeurs. Donc, quand on prend les apprenants, en fait, on se rend compte qu'ils vont être très différents à ce niveau-là. Le besoin va varier d'un individu à l'autre. Et pour le combler, en fait, dans certains cas, il peut être inexistant à certains endroits, mais avec d'autres apprenants, il va falloir vraiment le canaliser. Donc, la différenciation est importante, comme on le mentionnait. L'autonomie est un but à atteindre. Tout ce qu'on va mettre en place comme pratique d'enseignement vont viser à soutenir cette autonomie-là. Puis le développement de l'autonomie, il faut réaliser qu'il est transversal aux disciplines. En fait, on observe que certains apprenants sont autonomes dans certaines matières et pas du tout dans d'autres. Donc, l'autonomie est à développer dans plusieurs contextes. Ce qui fait que pour pouvoir développer cette autonomie, dans la littérature, on nous suggère de passer par différentes approches, dont le développement de compétences. Alors, il va y avoir toujours deux aspects, ce que l'équipe d'enseignants de formation à distance peuvent faire et ce que chaque enseignant peut faire. Donc, au niveau de l'équipe, un travail qui peut être fait au niveau de l'ensemble des enseignants, c'est d'identifier les tâches complexes puis de les classer. De les classer par ordre de difficulté, de sorte qu'on puisse, de cette manière, les fournir pour que l'autonomie de l'apprenant puisse se développer avec des tâches on va dire, d'ouverture graduelle comme telle. Donc, identifier les tâches complexes et les organiser. Au niveau des enseignants, de chaque enseignant, quand il reçoit un élève qui a résolu une tâche complexe, où il y a des erreurs, mais c'est tout le regard qu'on porte sur l'erreur, où en fait on doit utiliser l'erreur comme quelque chose de positif pour pouvoir rebondir et faire progresser l'élève. Donc l'erreur doit être toujours regardée de manière positive, il faut la valoriser, l'analyser, l'expliciter, puis réorienter l'élève par rapport à cette erreur qu'il a commise. L'auto-évaluation, c'est l'autre élément qui est proposé, en fait. Au niveau de l'équipe, cette fois-ci de formation à distance, de prévoir des moments où les apprenants vont évaluer leur progression par rapport à leur projet personnel, professionnel ou de formation dont on avait parlé la dernière fois pour la fonction relationnelle. Ces trois projets personnels-là sont dans le portrait professionnel normalement de l'élève. Donc, on évalue, on planifie des moments où on fait le point. Puis, de leur côté, chaque enseignant, lui, va associer, mettons, aux tâches complexes qu'ils peuvent donner, aux situations formatives qu'ils peuvent donner. Ils vont toujours donner des critères d'évaluation, une grille de critères, et en discuter avec l'élève à chaque fois. Donc, l'élève a sa grille, l'élève apprend à l'utiliser et graduellement à s'auto-évaluer. Donc, mais pour ça, c'est important de remettre systématiquement cette grille-là, de l'expliquer dès le début et de familiariser l'élève avec l'évaluation comme telle. L'autre élément, le choix et les responsabilités, ça m'a intrigué en fait, les équipes peuvent décider de proposer des stades explicites de développement de l'autonomie.
des apprenants en identifiant des responsabilités qu'à un moment donné, ils pourront assumer en fonction d'un certain nombre de critères. J'ai essayé de mettre des exemples pour que ça soit plus clair. Exemple, on parlait qu'à certains endroits, on ne permettait pas à l'apprenant de débuter avec 2 matières simultanément. Bon, ben là, à partir du moment où l'apprenant a montré qu'il avait l'organisation, le sérieux, la rigueur, ben, le critère, c'est de passer un examen. Et là, ben, l'apprenant a la possibilité d'avoir 2 matières. Donc, c'est un exemple comme ça. Ou alors, remettre les corrigés des évaluations formatives pour gagner du temps, mais imposer en retour que l'apprenant fasse le bilan des erreurs qu'il a commises. En tout cas, donc, il y a plusieurs éléments comme ça où on peut identifier des responsabilités, des critères pour pouvoir accéder à ces responsabilités, et là, outiller l'élève pour graduellement avoir ces responsabilités qui sont un peu des degrés de liberté qu'on rajoute et donc d'autonomie qu'on rajoute à l'élève graduellement, encore une fois. Donc, c'est ça. Ce qui fait que ça, c'est documenté. C'était des choses qui étaient issues de la recherche, ces 3 éléments-là. Autre élément aussi, c'est parmi ces possibilités d'activité, on va dire, ou d'approche, si on peut leur donner une saveur collective, c'est tout à fait positif, en fait. Et dans ce cas-là, on se rapproche d'un apprentissage autodirigé. On va préciser la chose plus tard. Et de la même manière, lorsqu'il y a des manifestations d'autonomie qui ont lieu pendant les activités groupes, elles incitent aussi les autres à faire preuve d'autonomie. Donc, lorsqu'on est en groupe, qu'on voit certains apprenants être autonomes, ça donne envie aux autres de les imiter. C'est documenté aussi. Donc, d'où l'intérêt d'essayer de pouvoir faire quelque chose de collectif quand on peut. La deuxième responsabilité, les tâches et interventions pédagogiques visant la motivation et l'autonomie. Ici, il y a toute l'idée de soutenir le développement des stratégies d'apprentissage, parce que les stratégies d'apprentissage, pour un apprenant en formation à distance, c'est crucial pour le développement de son autonomie. Ce qui a été montré, c'est que la meilleure façon d'enseigner, de faire en sorte que l'élève en vienne à maîtriser les stratégies d'apprentissage qu'il doit connaître, mais la meilleure façon de le faire, c'est de les intégrer à l'intérieur du contenu matière que l'élève est en train d'étudier. Donc, normalement, l'enseignant en formation à distance doit identifier les stratégies importantes dans sa matière et judicieusement les placer dans la planification de cours pour que ça ait un effet maximal. Si on étudie les stratégies avant, exemple, dans un cours d'entrée en formation ou autre, ça n'aura pas l'effet que ça pourrait avoir lorsque c'est intégré à la matière que l'élève doit utiliser. Donc ça aussi, c'est documenté. On mentionne qu'il y a 4 grands types d'interventions pédagogiques pour y parvenir. Présenter les attentes et les stratégies requises pour les atteindre avant chaque bloc d'activité retenu pour introduire ces stratégies-là. Les modéliser, donc on est complètement dans l'enseignement explicite ici. On modélise le pourquoi, le quand et le comment de leur utilisation. On partage aussi comme enseignant les bénéfices de leur utilisation en faisant référence à sa propre expérience. Puis, on valide l'efficacité de la démarche en proposant à un moment donné un nombre suffisant de pratiques guidées ou autonomes à l'élève pour vérifier que la stratégie, il l'utilise réellement. Et puis aussi, l'apprenant peut adapter la stratégie je dirais, à ses propres goûts, à son propre goût comme tel. Les rétroactions ici sont très importantes pour je dirais, le retour justement adéquat à ce niveau-là. On en vient à parler de l'apprentissage autodirigé, puis ça, c'est l'élément le plus important ici. En fait, l'apprentissage autodirigé, c'est un modèle, une théorie
qui est vraiment adapté à la formation à distance. Puis, la façon de le présenter au départ, c'était un processus dans lequel les individus prennent l'initiative, avec ou sans l'aide d'autrui, de déterminer leurs besoins de formation, de recenser les ressources humaines et matérielles nécessaires à la formation, de sélectionner et de mettre en œuvre les stratégies de formation adéquates, d'évaluer les résultats de leur formation. Donc, tout ça, c'est un peu le but ultime. Quand on reçoit des élèves en formation à distance, ils ne sont pas à ce niveau-là comme tel, mais il faut les amener graduellement à un certain niveau à l'intérieur de ce modèle-là. Au départ, l'apprentissage autodirigé a été réduit beaucoup à l'autodirection, qui est en fait un peu l'autonomie de l'élève comme tel, de l'apprenant comme tel. Mais dans cet apprentissage autodirigé-là, il y a tout l'aspect autodirection, mais il y a aussi tout l'impact du dispositif de formation qui va en fait permettre à l'autodirection de prendre sa place et de se développer. Donc, tout ce on parlait des délais de formation, on parlait tout le dispositif, toutes les modalités du dispositif de formation a un impact sur le développement de l'autonomie de l'élève, et c'est dans ce modèle-là où on met les deux en parallèle, le développement de l'autonomie de l'élève et le dispositif de formation, qu'on peut organiser l'un pour développer l'autre. Alors, il y a deux éléments dans l'apprentissage autodirigé qui est important. Il y a il y a deux dimensions en fait. Il y a le contrôle pédagogique du dispositif de formation. Ça, c'est tout l'aspect, le degré de flexibilité du dispositif en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on donne le choix, qu'est-ce qu'on donne comme choix à l'apprenant, comme flexibilité au niveau des objectifs, des méthodes, du matériel pédagogique, des outils, des contraintes au niveau des lieux, des moments, du rythme. Quelle flexibilité on offre à l'élève. L'autre dimension, là, ça touche l'élève, c'est le contrôle psychologique de l'apprenant sur sa formation. Puis là, il y a deux éléments. Il y a comment il s'autorégule. Donc, il y a tout le côté, comment il contrôle ses émotions, comment il contrôle aussi ses comportements, son environnement d'apprentissage. Donc ça, c'est tout le côté autorégulation de l'élève et tout le côté motivation de l'apprenant, qui est l'autre, je dirais, partie, l'autre dynamique du contrôle psychologique qu'il exerce. Donc, dans la motivation, ben, c'est toutes ces perceptions, la perception de lui, tout ce qui est subjectif, comment il se perçoit, comment il perçoit son futur au niveau de son projet de formation, comment il perçoit, est-ce qu'il se sent libre dans sa formation, est-ce qu'il se sent complètement contraint. Donc, c'est tous les aspects subjectifs de comment lui perçoit les choses. Toutes les décisions qu'il va prendre au niveau de la formation, de ses apprentissages, des stratégies qu'il va utiliser. Donc, tout ça va être influencé. Ça va influencer ces choix-là, puis ça va influencer aussi ses résultats. Donc, la dynamique, la motivation de l'apprenant, c'est vraiment ce qu'on connaît sous le terme de motivation comme tel. Plus l'apprentissage autodirigé est fort, plus l'apprenant va s'autoréguler, puis plus sa motivation aussi va être forte. Je veux vraiment vous amener à ce qui vient dans deux diapos. Je sais qu'il y a beaucoup de concepts, mais ça arrive à quelque chose qui, moi, m'a vraiment étonné. Okay? Ce à quoi tous ces outils-là en viennent, c'est quelque chose de très, très intéressant par rapport à l'apprentissage autodéterminé. En fait, on a le contrôle sur l'axe des ordonnées. Ici, on a le contrôle des abscisses horizontales. On a tout ce qui touche la flexibilité structurelle, c'est-à-dire ce qu'on peut ajuster dans notre dispositif de formation, les libertés qu'on peut donner ou les libertés qu'on peut enlever. Dans l'axe vertical, c'est le contrôle psychologique de l'élève. Donc, comme on disait,
sa régulation et toute sa motivation. Ce qu'on se rencontre, c'est que quand on place ça sur des axes, quand on a un système qui est très contrôlé et des élèves, des apprenants qui, eux, sont très peu autonomes, ben, en fait, on est dans le carré dépendant. Puis, on a les 4 carrés. Celui en haut à droite, c'est la partie autonome où on a un système qui est très ouvert avec des apprenants qui, eux, sont très autonomes. Mais le but, en fait, dans l'accompagnement qu'on donne aux élèves, c'est de passer d'une situation où l'élève est dépendant, graduellement l'amener à acquérir des stratégies, développer son autonomie, donc grimper au niveau de l'axe du contrôle psychologique, donc augmenter son autonomie pour graduellement arriver à la partie autonome. Puis tous les éléments qu'on a vus précédemment, toutes les activités qui étaient proposées ou le type d'accompagnement proposé permet justement d'amener non pas tous les élèves, mais des fois par différenciation pédagogique, certains élèves à avancer vers plus d'autonomie comme telle. Puis ça, c'est vraiment quand on met en place une mesure structurelle, mettons, on donne une liberté à l'élève, mais en fait, ça implique, donc au niveau horizontal, on donne une liberté, donc on s'en va vers la droite, mais ça implique en même temps, penser qu'est-ce qu'on fait pour aider l'élève à tirer profit de cette liberté-là. Donc là, il faut préparer du soutien pour aider cet élève pour qu'il puisse tirer profit de cette liberté qu'on vient de lui fournir. Et c'est comme ça que graduellement, on amène 1, 2, 10 élèves à développer leur autonomie quand on est dans ce modèle d'apprentissage autodéterminé. Donc, en gros, c'est ça. Je trouve en tout cas que c'est une façon intéressante de visualiser parce que le contrôle psychologique, c'est le travail qu'on fait pour développer l'autonomie des élèves. Et la flexibilité structurelle, c'est la façon dont on organise notre service de formation à distance. Donc, l'organisationnel se trouve sur l'axe horizontal, le pédagogique se trouve sur l'axe vertical. Donc, c'est vraiment le sens de parler de ces 2 fonctions tutorales-là aujourd'hui. Voilà. Ce qui fait que là, pour les autres responsabilités, la documentation, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à la fonction tutorale relationnelle comme telle. Il faut être stratégique quand on documente. Puis, au niveau du développement d'une didactique de la FAD, c'est encore la même idée de créer des équipes collaboratives qui vont mettre en place une culture de collaboration pour favoriser la réussite des élèves et travailler le suivi des apprenants. Donc, dans certains cas, il faut donner des formations pour créer un outil de suivi si on n'en a pas un de centralisé ou utiliser l'outil de suivi centralisé comme il faut. Ça avait été noté comme étant souvent une lacune, le fait que les outils de suivi étaient mal utilisés. C'est fini. Mais là, j'ai vraiment sauté vite, mais bon, c'est ça. Mais j'étais vraiment partagé. En le faisant, je me suis dit, ça va être trop long, ça va être trop long. Mais c'est tellement la synthèse de pourquoi l'organisationnel et le pédagogique, où est-ce que l'organisationnel et le pédagogique se rencontrent, c'est vraiment sur ce graphique-là. Et c'est sûr qu'il y a 2 concepts dont je n'ai pas du tout parlé, mais lisez-le. C'est vraiment pratique, puis c'est un modèle opérationnel pour développer l'autonomie des élèves, réellement, comme tel. Oui, puis je vais me permettre d'ajouter, dans le fond, ça va se retrouver sur les après-cours, ça se retrouve sur le site du Récit FGA, donc toute la documentation se retrouve aux 2 endroits, donc encore plus de possibilités de s'y retrouver. Et ce que vous voyez sur la diapo qui est présentement affichée,
c'est le site qui parle des fonctions tutorales où il y a, dans le fond, ce que Cyril a présenté aujourd'hui. Là, on vous le fait en plus en webinaire, mais ce site-là, dans le fond, vous pouvez aller lire. Il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails. C'est vraiment en lecture, par contre. Là, on va le bonifier avec des vidéos et tout ça dans les mois à venir. On est en gros travail pour le bonifier, mais c'est ça, à partir du webinaire d'aujourd'hui, Cyril poursuit le travail, lui va aller mettre vraiment au niveau du détail. Donc, c'est plusieurs lieux où vous allez retrouver cette information-là. Alors, ne vous gênez pas. Puis, ça me permet de conclure là-dessus. Il y a le site qui est là sur le site du Récit FGA. On a mis aussi également plein d'informations pour des gabarits, des façons de commencer à provoquer des conversations dans vos milieux pour qu'il y ait des changements tranquillement qui se fassent. Analysez ce que vous avez déjà parce qu'il y a des choses, c'est sûr que vous faites déjà bien dans vos milieux. C'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration. Donc, voir où est-ce qu'on peut mettre notre énergie. Puis, en terminant, à l'AQI-FGA, congrès de l'AQI-FGA, 28, 29, 30 avril, il y aura un atelier. Là, on était vraiment plus dans la partie théorique, mais si vous avez envie, avec quelques personnes de votre milieu, de vous retrouver, d'avoir le temps de discuter, d'avoir le temps d'analyser un peu où est-ce que vous en êtes, où est-ce qu'on pourrait se diriger, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, surveillez ça dans le programme pour l'AQI-FGA, le congrès de l'AQI-FGA, on va être là. Sachez aussi qu'on est en train de préparer quelque chose qui va être destiné aux gestionnaires. Donc, si vous avez envie de partager dans vos milieux et que vos gestionnaires soient un peu plus au courant, on est en train de préparer ça un peu plus tard au printemps. Donc, quelque chose qui va être vraiment seulement destiné pour les gestionnaires en lien avec les fonctions tutorales. Donc, ça peut être une bonne chose de leur donner cette information-là, excusez. Puis, et qu'est-ce que je vais ajouter? Ah oui, c'est ça, et à partir du printemps, l'objectif de tout ça, c'est que là, on est beaucoup dans la partie plus théorique des fonctions tutorales. Donc, qu'est-ce que c'est? Apprendre à les connaître, commencer à réfléchir, mais on veut tomber dans une phase d'accompagnement. Donc, surveillez, à partir du printemps, on va commencer à l'annoncer cet été, donc pour qu'à partir de l'automne prochain, les équipes qui voudront travailler, là, on sait que là, en ce moment, il se passe beaucoup de choses, tout le monde se réorganise, tout le monde essaie des choses, mais pour essayer de faire en sorte que votre formation à distance dans vos milieux soit cohérente, organisée, structurée, avec une vision, ben, on va vous accompagner là-dedans. Donc, il y aura des façons d'être suivis et ça, on va vous annoncer ça un petit peu plus tard au printemps, suite à toute la partie plus théorique dans laquelle on est présentement. Alors, voilà. Merci Cyril. Merci Richard de nous accompagner. Merci Marie-Josée. Et on vous souhaite une magnifique journée. Un bon temps des fêtes à venir parce qu'on ne vous reverra peut-être pas. Et profitez du mois de décembre. Malgré tout, il y a des belles choses quand même qui se produisent. Il faut avoir le focus là-dessus.